tous. Alors, c'était juste un petit mot pour vous remercier d'être venus aussi nombreux. Voilà, donc on va directement passer la parole à Monsieur Étienne Lesure, qui est vice-président de l'association France Dépression et qui va commencer par témoigner d'avoir lui-même expérimenté ou vécu en tout cas cette maladie. Et si jamais vous avez des questions entre chaque intervention, n'hésitez pas à les poser. Et dans tous les cas, à la fin, on laissera un temps pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc effectivement, je témoigne en tant qu'ancien malade. Je me soigne encore, mais je vais vous raconter un petit peu ma vie. Il y a une cinquantaine d'années, j'étais à votre place à Cochin, à Paris, pour faire mes études de médecine. J'ai passé l'internat de Nancy, j'ai été reçu à Nancy, j'ai fait toute ma formation ici, avec quelques stages à Paris aussi. Et je me suis installé comme chirurgien orthopédiste à Épinal. J'avais fait miroiter un poste de professeur à l'hôpital d'enfants, mais ça ne s'est pas fait. Et à Épinal, j'ai beaucoup travaillé sur les fractures du col du fémur, essentiellement les dames âgées, pour les remettre en route tout de suite. Et j'ai publié en 1998 au Congrès d'orthopédie français sur les résultats qu'on avait dès qu'on les remettait debout tout de suite, c'est-à-dire qu'on les opérait en urgence. Et dès qu'ils étaient équilibrés, on les opérait. Le soir même, ils étaient debout et on avait des résultats qui étaient quand même assez satisfaisants. Donc à la lumière de cette publication, il y a des équipes qui sont venues me chercher, une équipe suisse de Bâle. Donc Épinal-Bâle, c'était pas encore trop loin. Donc le lundi matin, au début des années 2000, j'opérais à Bâle et le reste de la semaine, j'étais à Épinal. Bon, le matin, dans les Vosges, le col de la Schlourte, en hiver, il est souvent enneigé, verglas, givre, tout ce qu'on veut. Et ça s'est bien développé. Et puis de fil en aiguille, il y a une équipe de Zurich qui est venue me chercher pour faire toujours ce même protocole de chirurgie orthopédique au niveau des prothèses de hanche. Là, on avait bien avancé sur les biomatériaux et on proposait, et 20 ans après, on n'avait pas tort, prothèse de hanche à vie. C'était une voie où il n'y avait pas de complications, y compris infectieuses. Donc j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Je faisais le lundi Bâle, le mardi Nancy ou Épinal, le mercredi Zurich, et le jeudi, j'ai recommencé à Nancy à la clinique Saint-André. Donc ça, on ne se rend pas compte qu'on vieillit en fait. La dépression, ça touche à peu près 20% de la population une fois dans sa vie. Ça peut arriver à tout le monde. Et moi, je me suis fait un petit peu avoir en faisant trop. Et pour parler en français, c'est un surmenage professionnel, un épuisement professionnel. Donc ça s'est manifesté en 2011. J'ai eu cette vie un petit peu spéciale pendant plus de 10 ans et ça s'est manifesté de façon extrêmement brutale. Je sentais que depuis quelque temps, je n'étais pas très en forme, mais brutalement à la clinique Saint-André, je me souviens de l'endroit, dans le couloir pour aller déjeuner, je me suis dit ça ne va plus du tout. Alors là, j'ai fait les 2-3 opérations qui étaient prévues dans la semaine et après j'ai arrêté. Alors ça se manifestait par les signes classiques de la dépression, c'est-à-dire qu'on a beau vouloir, on a l'impression qu'on est au pied d'une montagne et qu'on patine sur le verglas. On est c'est ce qu'on appelle l'aboulie, je crois, on n'a pas de volonté et les gens ne comprennent pas ça. Les gens qui n'ont pas vécu ne comprennent pas qu'on ne peut pas. Alors, moi je fais des coups de téléphonique, je vous en parlerai tout à l'heure. Souvent, les gens qui appellent et qui sont en dépression, ils disent « on ne me comprend pas ». Et c'est vrai que l'entourage ne comprend pas parce qu'il n'a pas vécu. C'est comme la souffrance psychique que cette dépression engendre, qui est une détresse psychique. Ce sont des douleurs morales que l'on peut ressentir très longtemps après avoir été malade. Il m'arrive certains matins de ne pas être en forme. Alors mon truc, c'est de faire les courses au jour le jour, comme ça m'oblige à sortir et à sortir de cette douleur psychique. Et la douleur psychique, qui sera peut-être évoquée par Madame Lamourette, elle utilise les mêmes circuits que la douleur physique.
Moi, je me suis cassé la jambe, je peux vous dire que ça fait pareil. Quand vous êtes au sommet de la douleur psychique, c'est comme une fracture de jambe. Et ça, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. L'entourage ne le comprend pas parce qu'il ne l'a pas vécu. Il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas vécues. Nous, les hommes, on n'accouchera jamais. Donc, on ne sait pas ce que c'est qu'une douleur de contraction. Hein? Donc, tant qu'on n'a pas vécu, on ne sait pas. Et après, bon, bah, il fallait que ça s'arrête. Donc, j'ai été très malade. J'ai été hospitalisé 3 mois. Et en sortant de cette hospitalisation que j'ai terminée à Bérus, que je vous conseille de connaître, c'est une clinique en Allemagne, mais qui est un département francophone, et qui prend les gens en charge avec les TCC, et c'est très très bien. Donc moi j'ai fait 6 semaines à Bérus, et en sortant de Bérus, je me suis, je suis rentré dans un petit parcours de soins qui intégrait France Dépression, notamment avec un groupe de parole où j'allais tous les jeudis et qui vous permet de ne pas avoir une rupture brutale entre les soins hospitalisés et chez vous tout seul à prendre vos médicaments et puis à regarder la télé parce qu'on n'est pas capable de faire grand chose d'autre. Hein. Entre parenthèses, l'isolement est dépressiogène et plus on est dépressif, plus on s'isole. Donc il y a un véritable cercle vicieux qui s'instaure. La télévision, c'est pas terrible. D'ailleurs, à Bérus, en Allemagne, là où j'étais, il n'y avait pas de télévision. Et tout le monde devait être au petit déjeuner à 8h30. Et après, vous avez des soins, vous avez du sport, il y avait du volley-ball, avec une raquette, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pas du tennis, c'est avec le petit volant, badminton. Voilà. Et il y avait une piscine, et c'était très très bien. Donc si un jour vous avez des gens qui ne vont pas bien et qui ont besoin de se rétablir, vous pouvez penser à Bérus en Allemagne. Voilà, donc après, une fois que j'ai été soigné par tout ce parcours de soins, bon, la chirurgie c'était terminé parce qu'avec les psychotropes, trembler, parce qu'on tremble toujours un petit peu sous psychotropes, c'était pas raisonnable à 56 ans de continuer à faire des opérations. J'ai été consultant, mais c'est-à-dire que j'allais guider des équipes à travers l'Europe, mais moi j'avais posé le bistouri, ça c'était fini. Je ne voulais pas prendre des responsabilités et surtout mettre des patients en danger fonctionnel, puisque l'orthopédie c'est fonctionnel. Bon, en fin de parcours, j'ai eu un petit problème, mais c'est tout. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous reparlerai de l'association tout à l'heure en fin de session. Donc, je vais passer la parole à Madame Lamourette. Oui, allez-y, jeune homme. Vous avez dit que vous avez arrêté d'opérer. Oui. Est-ce que ça vous a fait un grand changement dans la vie? Est-ce que vous avez senti oui, le changement, il est majeur. De ne pas pouvoir opérer, Oui, c'est sûr. C'est une grosse frustration. J'en rêve encore le matin. Hein. Ouais, quand vous êtes passionné, j'ai développé des prothèses, j'ai des brevets qui tournent encore et qui beurre dans les épinards. Mais quand vous avez été passionné, comme je l'ai été, en pliant pas mal, en opérant beaucoup, on tournait à 10 prothèses par semaine quand même. Hein. Donc le matin, ouais, de temps en temps, je suis au bloc. Hein. Et ça, il y a 10 ans que j'ai arrêté. Hein. Il y a 12 ans même. Donc effectivement, je crois que tous les gens qui font... De toute façon, les épuisements professionnels, c'est pas des glandeurs qui les font. Si vous vous foutez de votre boulot, vous faites vos 8 heures et puis vous rentrez à la maison en disant « j'y pense plus », vous ne ferez pas de burn-out. Mais les gens passionnés, qui mettent beaucoup d'investissement personnel et beaucoup de temps, ils risquent ce genre de problème. Je vous passe la parole, Mme Lamourette. Bonjour à tous, je prends juste une minute pour installer la petite support de présentation. Bonjour à tous, je vous remercie d'être déjà tous venus ici pour pouvoir évoquer ce sujet. Alors avant de commencer, je m'excuse parce qu'effectivement, je ne suis pas le professeur Fabienne Ligier, comme vous pouvez le remarquer, et elle s'excuse malheureusement pour un contretemps de dernière minute.
En tout cas, c'est elle qui a préparé la présentation et on a échangé ensemble pour rester au maximum proche, en tout cas, de ce qu'elle avait prévu de vous évoquer ce soir. Donc moi, je suis le docteur Marie-Lou Lamourette, je suis psychiatre, pédopsychiatre et je travaille du coup actuellement plutôt sur le versant des enfants. Et ensemble, l'idée, ça va être de pouvoir aborder, c'est un petit peu plus... C'est peut-être moins vivant qu'un témoignage, mais en tout cas d'essayer d'aborder la dépression sur l'aspect médical et justement sur la façon dont on peut le comprendre et où on peut voir ces symptômes émerger. Alors déjà, un grand merci. Je pense qu'on peut commencer par applaudir toute l'équipe d'Empathèse. Et c'est la première fois, en tout cas, c'est la première conférence qui est organisée cette année, qui a pour thème ce sujet qui n'est pas forcément simple, parce que c'est pas forcément le premier auquel on pense. Il y a peut-être aussi plein de représentations. On en reparlera aussi sur comment l'aborder, comment l'accompagner, comment le repérer. Et c'est vrai qu'en tout cas, on vous remercie parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Une très très belle organisation. Beaucoup de bienveillance dans ce qu'on m'a transmis en tout cas et sur l'importance justement de pouvoir ne pas avoir personne pour vous parler ce soir parce que c'était très très important et ça tenait aussi à cœur au professeur Vigier de venir et de partager ce moment avec vous. Merci du coup à tous d'avoir pu venir ce soir parce que c'est pas toujours facile de se mobiliser à 18h avec un thème qui est quand même la dépression, hein. Donc il faut avoir envie. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, donc vraiment merci. Je sais qu'il y a eu plein de façons de communiquer avec sûrement des origines un peu différentes. Je reconnais aussi quand même pas mal d'étudiants en médecine que j'ai déjà pu croiser. Donc en tout cas, c'est très très chouette de vous voir tous ce soir. Et donc pour introduire un petit peu les phases de dépression, il faut le mettre en parallèle, en comparatif d'une certaine façon avec la santé. Et on refait cette fameuse définition, alors pour les étudiants de médecine, hein, vous l'avez déjà eu tellement de fois, mais c'est important de rappeler ce que c'est la santé. Et c'est l'OMS qui l'a décrit comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On voit donc bien que dans la définition même de la santé mentale prend une part extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on va essayer d'en rediscuter ensuite. Alors pourquoi en parler ce soir ? Parce que, comme vous disiez déjà, c'est une pathologie qui touche énormément de monde. On est entre 15 à 20% de la population générale sur la vie entière, et vous verrez après, on vous remontrera avec aussi des pics de en tout cas de prévalence en fonction de certains âges de la vie. Et au-delà de la fréquence, pourquoi est-ce qu'aussi on a autant envie d'en parler ? C'est parce qu'en fait, quand on fait ce qu'on appelle des autopsies psychologiques, c'est-à-dire des patients qui se sont suicidés, c'est-à-dire quand on reprend l'histoire de vie de quelqu'un qui s'est suicidé, on se rend compte qu'en fait, pour beaucoup, il y avait une dépression, et que cette dépression, elle n'avait pas été repérée, et elle n'était pas soignée. Et donc, on comprend bien que si on veut éviter en tout cas réduire le taux de suicide dans la population, c'est aussi en commençant par pouvoir diagnostiquer, repérer, accompagner ces personnes-là. Alors forcément, les conséquences, elles sont multiples, elles sont même majeures, qu'elles soient personnelles avec tout un tas de morbidités, du chômage, des difficultés au niveau des liens intrafamiliaux. Vous en reparlerez également juste après, de aussi qu'est-ce que ça génère dans une famille, qu'est-ce que l'incompréhension, vous en parliez dès le début, de ne pas être compris, de ne pas comprendre la pathologie, fait qu'on ne comprend pas les personnes qui en souffrent, et puis forcément l'accompagnement est beaucoup plus difficile, et puis forcément des conséquences plus collectives, puisqu'on rappelle que la dépression, c'est le premier poste de dépenses en santé selon l'OMS. Alors pas uniquement par la partie des médicaments, parce que souvent quand on parle de la dépense en santé, on a l'impression que c'est que l'ordonnance du médecin et du médicament qui va avec. Or c'est au-delà de ça, c'est des temps d'hospitalisation, des fois de psychothérapie qui peuvent durer en tout cas plus ou moins longtemps en fonction des besoins, et notamment en tout cas l'arrêt de
travail, les arrêts de travail qui empêchent aussi quelqu'un de fonctionner de façon plus habituelle. Donc on est d'une maladie avec des morbidités importantes et potentiellement mortelles. Alors, par rapport aux âges, alors je suis désolée, j'ai oublié de remettre, c'est quelque chose qui vient de Santé publique France et c'est les chiffres de 2021. C'est les plus récents qu'on puisse obtenir à l'heure actuelle. Alors vous voyez, en bleu foncé c'est les hommes, en bleu clair c'est les femmes, et on voit un petit peu par tranche d'âge, que ce soit chez les 18-24 ans, avec la prévalence alors de l'EDC, c'est écrit sur le côté, c'est l'épisode dépressif caractérisé, c'est-à-dire, on en reparlera un petit peu après, mais une dépression qui répond à un certain nombre de critères diagnostiques, et en tout cas, nous, en psychiatrie, c'est comme ça qu'on le définit. Et vous voyez, en tout cas, l'importance de la dépression, quel que soit l'âge. On sait également, là vous êtes déjà que chez les sujets majeurs, mais on sait également que ça touche les enfants, les adolescents, avec un sous-diagnostic assez fréquent, et là vraiment aux deux périodes extrêmes, je dirais, de la vie, que ce soit chez les jeunes et aussi chez les personnes âgées. Et malheureusement, en tout cas quand je regarde la moyenne d'âge autour de moi, je me dis que vous n'êtes pas non plus exonérés malheureusement de cette pathologie, et c'est ça qui va être important de pouvoir en tout cas en avoir conscience. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a une telle disparité entre la prévalence chez les hommes et les femmes, et ça peut aussi être dû à la fois à peut-être des facteurs hormonaux, des facteurs auto-immuns, et aussi peut-être dans la capacité d'aller diagnostiquer, d'aller en parler, et on sait que les femmes elles sont encore un peu plus enclins à peut-être venir échanger, et l'idée c'est aussi que ça puisse changer, en fait, qu'il n'y ait pas qu'on puisse redéconstruire cette image que finalement un homme il n'a pas le droit de dire que c'est difficile, ou il n'a pas le droit de verbaliser peut-être sa souffrance. En tout cas, on sait bien que cette dépression va altérer de façon majeure la qualité de vie des sujets qui en sont impactés. Alors, qu'est-ce qui entraîne la dépression ? Là, vous voyez, on pourrait presque mettre énormément de choses. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire un catalogue ce soir, parce que je vais tous vous endormir à la mauvaise heure, comme j'ai dit. Mais en tout cas, c'est à la fois, il faut vraiment comprendre qu'on est sur une maladie, on en reparlera beaucoup, donc c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, et qui, de fait, est déjà lié à énormément de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on parle déjà des facteurs de risque personnels. Et là, par exemple, si je reprends l'hérédité, on sait qu'effectivement, dans certaines familles, on va identifier plus de troubles de l'humeur, que ce soit de la dépression récurrente ou, par exemple, des troubles bipolaires, que dans d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on a identifié un gène de la dépression, pas du tout. Et comme dans beaucoup de maladies psychiatriques, et pas uniquement la dépression, on est vraiment dans des modèles multifactoriaux où on sait que finalement, il y a peut-être un petit peu de génétique, un peu d'environnement, des événements de vie, et qu'à un moment donné, tout ça se combine et que malheureusement, la pathologie arrive. En tout cas, c'est le cas de la dépression. La maladie somatique chronique, c'est un facteur de risque, et ça c'est aussi important pour vous, étudiants en santé, d'y penser. Déjà parce que la douleur, et vous en reparlez, monsieur le sûr, de l'impact de la douleur, quand vous disiez la douleur morale, c'est comme la douleur physique, c'est la même. Forcément, quand on a déjà une douleur en lien avec une maladie chronique, forcément se surajoute aussi à la fois cette difficulté de pouvoir tenir ça au quotidien sur de la durée, et ça se rajoute du coup à peut-être un seuil qui serait insupportable de tolérer au quotidien. C'est aussi une maladie chronique, une altération du sentiment de bien-être qui peuvent être vécues par les patients et qui vont rapporter aussi cette difficulté de se sentir déjà malade d'une certaine façon. Les antécédents de dépression, de la même façon, on sait que quand on a déjà présenté un épisode dépressif caractérisé, y compris quand celui-ci a été bien accompagné, bien soigné, on est plus à risque, malheureusement, de refaire d'autres épisodes de dépression. Après, encore une fois, il y en a énormément. Dans les facteurs de risque contextuels,
il y a plusieurs choses, mais déjà l'exposition à des événements de vie stressants, et notamment des situations de maltraitance, de perte. Et la perte, c'est pas que le deuil, encore une fois, ça peut être effectivement un décès, mais ça peut être le perte d'un emploi, des situations même stressantes, un déménagement. Vous savez, quand vous déménagez, peut-être vous avez déjà tous déménagé, et que même quand on ouvre le placard, on ne sait plus retrouver une fourchette. Et bien ça, c'est en fait extrêmement stressant comme événement de vie, quand bien même on est content d'arriver dans un plus bel appartement avec plus de place. Donc on voit bien qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément identifiées de façon préalable comme étant des facteurs négatifs, mais c'est un facteur de vie qui peut être difficile en tout cas à intégrer. Le chômage, parce que là aussi on voit ce côté de quoi l'avenir va être fait, comment on va réussir aussi à se réinscrire. Et puis vous en parliez déjà un petit peu quand vous parlez de la thérapie, le côté de on désadapte aussi son quotidien. Et c'est encore difficile quand on perd aussi certains repères, de rester en tout cas de pouvoir lutter parfois contre certains symptômes dépressifs. L'agression subie, tout le champ du traumatisme en fait, ce sont des choses qui vont ramener du stress, et on en reparlera juste après, du stress au niveau du cerveau, et tout ce stress-là, il va être pourvoyeur malheureusement de dépression. Et puis, on en parle, du travail, des études compliquées, c'est aussi des événements de vie stressants qui peuvent, du coup, encore une fois, ça reste des facteurs de risque, mais majorer le risque de dépression. La précarité, et là, on définit un petit peu différemment de la pauvreté. La pauvreté, la précarité par rapport à la pauvreté, c'est quand on ne sait même pas de quoi le lendemain est fait. Donc il y a une forme d'incertitude sur l'avenir qui peut être extrêmement déstabilisante et difficile dans la projection dans l'avenir, avec souvent une baisse de l'estime. Il y a beaucoup de culpabilité qui arrive aussi chez ces personnes qui souffrent de ces situations. Les discriminations, le harcèlement, on en parle maintenant, dès l'école, des situations sur harcèlement scolaire, comme après, même dans certains milieux professionnels, malheureusement. Donc on voit rien que sur les facteurs de risque, et on en a mis qu'une toute petite infime partie, et vous voyez certains qui peuvent englober tellement de choses, et peut-être vous vous dites, oh, mais moi quand j'étais là, j'en ai plein, mais parce qu'effectivement dans la vie, on a plein de petits moments difficiles, d'événements de vie négatifs, de moments plus durs que d'autres, de facteurs plus stressants, et tout ce stress, encore une fois, va amener à augmenter le risque de dépression. Alors là, on est un petit peu plus dans le côté neurologique, parce que ce qu'on va remarquer, c'est qu'effectivement, dans la dépression, il y a une dysrégulation des neurotransmetteurs. Les principaux, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. Il y a des difficultés de régulation de la balance entre le glutamate et le GABA. On a de l'inflammation. C'est plein de mots un petit peu compliqués. Mais en même temps, on a fait le choix de vous les laisser parce que ce sont en fait, en s'appuyant sur ces types de neurotransmetteurs, en fait, que peuvent s'appuyer certains traitements médicamenteux de la dépression. Même si on en reparlera, bien sûr, les traitements ne sont pas l'unique source, et heureusement, d'une dépression, mais parfois peuvent être utiles, et c'est justement en s'appuyant sur ces changements de neurotransmetteurs. Quels sont leurs rôles? Alors rapidement, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va permettre d'équilibrer le sommeil, l'appétit et l'humeur. La dopamine va être plutôt dans la régulation de l'humeur et de la motivation, et la noradrénaline qui gère l'attention et le sommeil. Et finalement, vous allez voir juste après, on va reparler des symptômes, et là on voit tous les symptômes de la dépression qui apparaissent. Tout ce que ça vous amène, et je fais vite le lien sur cette jolie diapo juste après, sur l'impact au niveau neuronal de la dépression. Et encore une fois, là on parle bien d'une maladie du cerveau. On est psychiatre quand on accompagne, psychologue quand on accompagne des gens qui souffrent de dépression, mais en réalité, on est aussi un peu neurologue, puisque d'une certaine façon,
on va aller accompagner une maladie qui touche le cerveau. Mais elle ne touche pas la structure, et encore un petit peu, mais pas que la structure, elle touche de façon beaucoup plus interne les circuits, les neurotransmetteurs, et ça forcément c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément toujours, on ne peut pas le mesurer. Quand on a un patient, effectivement on ne peut pas lui dire je vais faire une prise de sang, puis on va voir votre taux de tel neurotransmetteur à tel endroit de votre cerveau, et ça va nous dire comment est-ce qu'on doit soigner derrière. Donc c'est vrai qu'on n'a pas accès à ça, peut-être qu'un jour on pourra, et on sera des psychiatres encore meilleurs, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. C'est pour ça qu'en tout cas, on vous montre les travaux du professeur Philippe Fossati, qui a eu pour objectif d'essayer de déterminer des marqueurs d'imagerie cérébrale pour en fait essayer d'aider au diagnostic justement de la dépression en réalisant des IRM fonctionnels chez les personnes qui souffrent d'épisodes dépressifs caractérisés. Et là, vous voyez les petites zones qui ont été mises en évidence et qui montrent vraiment une altération de la plasticité neuronale et effectivement du cerveau au moment où quelqu'un souffre de dépression ou d'épisodes dépressifs caractérisés. Donc, on voit le cortex médial préfrontal qui lui a un rôle dans la tristesse et l'autodévalorisation, le rôle du cortex dorsolatéral préfrontal gauche, vous avez vu, c'est très joli, qui lui travaille plutôt sur la mémoire de travail et du précunius associé aux ruminations, et le cortex singulaire ventral qui va jouer sur la sensibilité aux signaux d'exclusion sociale. Et l'exclusion sociale, vous en reparlez aussi, le sentiment de se sentir seul, c'est aussi un facteur clé qui peut déclencher l'épisode dépressif caractérisé. Donc on parle vraiment, encore une fois, la dépression, c'est une maladie du cerveau, c'est une maladie neuronale, et c'est aussi important, on insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est aussi ce qu'on rediscutera après, sur l'importance, quand on échange avec quelqu'un qui souffre de dépression, sur la façon dont on l'aborde avec lui. C'est sûr que, je sais que vous allez beaucoup en reparler, mais de dire juste, je caricature, hein, allez, on se bouge, ben en fait, c'est pas possible. Parce que, est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souffre d'une autre maladie du cerveau, allez, on y va, presque des fois avec la culpabilité qui peut aller avec, parce que ces personnes, quand elles présentent les objectifs caractérisés, ne sont pas en capacité de pouvoir se mobiliser. Donc les symptômes. Alors, là vous voyez, il y a plein de choses. Je vais essayer d'en reparler un petit peu sans être trop de façon la plus générale. Et vraiment le premier symptôme. J'ai une question pour les IRM fonctionnels. Est-ce que c'est une imagerie qui est sensible et spécifique? Je veux dire, est-ce que ça peut vraiment... est-ce que les personnes souffrant de dépression, on va forcément voir ici quelque chose à l'IRM? Vous voyez? Alors moi, je n'ai pas relu tous les travaux, j'en suis désolée. Mais en fait, eux, de ce que j'ai compris, l'idée c'est justement d'essayer en IRM fonctionnel d'identifier des structures qui permettraient peut-être à terme de passer une IRM fonctionnelle, de voir la différence. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que ces marqueurs, ils sont réels. On les retrouve dans la dépression, mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas du tout du soin courant. On reste dans un soin de recherche, puisqu'effectivement, même obtenir une IRM chez un patient, c'est déjà pas toujours facile, hein, l'accès est pas toujours évident, mais l'IRM fonctionnel, c'est encore beaucoup trop spécifique. Mais de ce que j'ai compris, on est vraiment sur des critères qui ont été montrés significatifs sur le plan statistique et sur le plan de la recherche pour montrer ces différences-là. Après, à quelle hauteur, je suis désolée, mais si vous voulez, on regardera, je vais venir regarder. Et qu'est-ce qu'on est censé trouver à l'IRM? Une atrophie, peut-être, de ces zones-là? On peut voir effectivement en tout cas une modification de l'activité par rapport à quelqu'un, un cerveau qui ne souffrirait pas d'épisode dépressif. Donc les symptômes, comme on disait, on n'est encore une fois pas dans quelque chose de la volonté de quelqu'un, puisqu'on est dans l'aspect de cette maladie. Donc on observe le symptôme le plus présenté, c'est cette tristesse. Et elle est quasi permanente et extrêmement intense. Et encore une fois, ce qu'on disait, la douleur morale profonde. Et l'autre terme que certains disent, c'est une tristesse qui est pathologique, dans le sens où elle n'est pas contextuelle. On ne devient pas triste suite à un événement particulier.
où on pourrait comprendre, mais là on sent qu'il y a quelque chose d'extrême et qui surtout reste toujours dans la tonalité dépressive et de façon beaucoup plus marquée qu'une tristesse qu'on pourrait ressentir dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a aussi des jours où on est plus ou moins heureux ou triste, et ça c'est parfaitement normal. Toute petite nuance, la dépression du postpartum, qui touche quand même 15 à 20% des femmes, et ne l'oublions pas, 10% des papas, où là, dans cette tristesse va être beaucoup plus fluctuante sur la journée, et ça on sait aussi que ça a été démontré sous cette forme-là. Après, de façon associée, on a les difficultés de fonctionnement, et encore une fois, vous voyez que quand le cerveau est touché, quand le cerveau fonctionne mal, une fois j'explique aux patients, mais voilà, votre cerveau il est tout ralenti, il n'y arrive plus, les neurotransmetteurs ils n'arrivent plus à faire fonctionner les pensées et les idées, et du coup ça ne marche plus et tout est ralenti. C'est vraiment ce ralentissement qu'on va retrouver qui va amener à ces difficultés-là, et notamment ce qu'on appelle nous l'anédonie, c'est-à-dire cette perte de l'élan vital, cette perte du goût et du plaisir de faire ce qu'on aimait faire avant. Donc souvent, on voit bien une rupture, alors qui n'est pas forcément, même pas du tout du jour au lendemain, mais quand on reprend un petit peu, c'est des gens qui vont dire, bah, c'est vrai, avant, moi j'aimais bien aller promener mon chien le soir, et alors là, franchement, j'y ai plus plaisir. Je peux le faire, certains vont continuer de faire certaines activités, mais sans aucun plaisir associé. Donc c'est là aussi, il faut aller rechercher un petit peu comment c'était avant. Et puis pour d'autres, il y a même la perte de volonté, la boulie et l'incapacité de faire. Et c'est là où on peut avoir des patients qui vont vous dire, mais moi je n'arrive même pas à me lever de mon lit le matin. Je sais que je devrais, mais moi prendre une douche, c'est trop difficile. Me lever, c'est trop difficile. Et c'est là où on voit qu'on n'est pas, encore une fois, dans leur volonté propre, mais quelque chose qui est réellement impossible à générer pour eux. Tout ça, ça amène forcément aussi du ralentissement psychomoteur et même parfois des formes d'incurie avec, comme je vous disais, des gens qui ne sont plus en capacité de prendre soin d'eux-mêmes. On a après toute la sphère de l'angoisse et de l'anxiété. Et dans l'angoisse, on peut vraiment avoir quelque chose sans objet l'expliquant. Ça veut dire on n'est pas bien, comme un espèce d'état de tension interne quasi permanent. Et les gens vont vous dire, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui le déclenche. C'est comme ça, je ne suis pas bien. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont décrire presque de façon un peu basale, en continu, et c'est dès le matin. On peut parler aussi d'anxiété avec des ruminations. Et là, on voit bien, c'est les gens, ça cogite, mais ça n'a même plus de sens. Les pensées, elles partent un peu partout et il n'y a plus rien qui est rassurant. Et ça amène notamment aussi beaucoup de troubles du sommeil. Donc tout ce qui va être après associé à la tristesse, ben forcément une perte de l'estime de soi. Vous imaginez quand à un moment donné on ne peut plus, on n'y arrive plus. Et des gens, comme vous disiez, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, même s'il y a des facteurs de risque, ça peut arriver à tout le monde. Et ce moment-là, ben, quand on ne peut plus, ben, c'est difficile parce qu'on s'en rend compte en même temps. J'arrive même plus à me lever le matin, j'arrive plus à aller au travail, j'arrive plus à me concentrer, je prends plus plaisir à rien. Même des fois, chez des personnes niveau familial qui disent j'ai pas envie de passer du temps avec mon compagnon, ma compagne, j'ai pas envie de m'occuper des enfants. Il n'y a plus rien et tout ça, ben forcément, ça amène vraiment une perte de l'estime de soi importante et un pessimisme parce que du coup, on envisage l'avenir parce qu'on y a du plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, même quand on n'a pas envie d'aller travailler un matin, on s'en fout. C'est aussi parce qu'après, il y a quelque chose de sympa en fait. Pourquoi est-ce que certains d'entre vous sont prêts à faire 10 ans d'études? C'est parce qu'à un moment donné, vous dites je vais faire un super métier, j'en ai envie, ça me plaît. Donc on voit que c'est dans l'avenir qu'on arrive aussi à traverser des épreuves. Et bien forcément, quand on n'arrive plus à rien, ben, on n'a plus d'avenir et tout devient embrumé, tout devient aussi très difficile dans ce qu'on peut projeter. Et du coup, ben, la culpabilité qui vient avec, je vous dis aussi notamment par rapport à un statut qu'on peut avoir au niveau social. Ben, j'arrive même plus à répondre à un SMS. J'ai des amis qui me demandent des nouvelles, mais je ne peux plus le faire. On n'arrive plus à aller vers l'extérieur, à continuer une activité. Donc forcément, tout ça peut aussi amener de la culpabilité. Et de fait, vous voyez, ça découle ce sentiment d'isolement et même parfois d'incompréhension. Et c'est là où on en reparlera de l'importance de la façon dont on se positionne face à quelqu'un qui est déprimé. Puisque de fait, on peut leur donner un peu cette impression que quand même, ils pourraient faire un petit effort. Et quand on se met au niveau de ces personnes-là qui vous disent « je ne peux plus le faire », ça peut être aussi
source parfois de beaucoup d'incompréhension. Donc tout ça, ça amène un petit peu ce qu'on a déjà parlé, hein, les troubles du sommeil. Alors le plus souvent de l'insomnie, on rumine, on n'est pas bien, on est stressé. Le corps est aussi en état de stress, hein, on voit bien, les gens disent « mon corps il bat tout le temps un peu vite ». On se sent très tendu, ça peut être très difficile, voire dans certaines situations et dans certains types de dépression, de l'hypersomnie, des troubles de l'appétit, avec soit une perte de l'appétit, soit au contraire, de façon parfois aussi un peu compensatrice, j'essaie de manger pour apaiser les émotions, ce qu'on peut appeler une alimentation un peu émotionnelle, des troubles de la libido, avec surtout une perte de la libido, des difficultés au niveau du fonctionnement, parce que on a parlé un petit peu de tout ça, j'ai pas fait du coup de l'anédonie, de la boulie et de la rumination, mais tout ça on ne peut plus fonctionner comme on le faisait habituellement, comme on disait. Et la fatigue, tout le temps, qui est quasi constante et qu'on n'arrive pas à lever. Et les gens disent, c'est physiquement, hein, ils le montrent sur eux, c'est très très difficile. Et donc tout est très coûteux. On parlait au moment de la thérapie de pouvoir refaire même un peu de sport, de se remettre en mouvement, mais effectivement ça c'est possible quand on est accompagné, parce que quand on ne l'est pas, c'est très très difficile. Et tout ça, il y a aussi des attentes cognitives avec des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention qui renforcent le sentiment de ne pas y arriver et qui peuvent avoir un réel impact, notamment quand on est chez les jeunes, au niveau des études. Parce que quand on ne peut plus se concentrer, on ne réussit pas ses études et ça se surajoute à tout ce qu'on a malheureusement déjà décrit. Alors c'est important, même si ce n'est pas le thème de la conférence de ce soir, comme je vous disais en préambule, on sait que malheureusement, quand on reprend le vécu des personnes qui se sont suicidées, on retrouve des dépressions souvent non diagnostiquées, non traitées. Donc on sait que ces idées suicidaires, elles sont fréquentes lors d'une dépression, avec parfois des passages à l'acte. Alors les idées suicidaires, elles peuvent prendre des formes plus ou moins intenses, plus ou moins présentes dans le quotidien de quelqu'un, et elles peuvent commencer même par des souhaits de mort, de dire finalement, c'est vrai que je ne veux surtout pas me suicider, mais si là j'avais un accident de la route, ça m'arrangerait bien. Ah, si là, demain, si je m'endormais sans jamais me réveiller, ou ce que certains peuvent dire, moi je ne serais pas contre avoir un cancer. Et c'est souvent comme ça que les choses émergent, avec des pensées qui approchent et qui vont être après de plus en plus présentes, de plus en plus prégnantes, mais ça peut commencer par là, jusqu'à des idées beaucoup plus que nous on appelle scénarisées. C'est-à-dire les gens ils vont imaginer comment le faire, avec quels moyens, avec des choses qui peuvent être effectivement très très élaborées. Et l'important, dans tout aussi ce qu'on vous décrit, ça va être l'importance de pouvoir les questionner, et ça que ce soit en tant que professionnel, mais aussi en tant que proche. Et ce qu'on rappelle toujours, c'est qu'il n'y a aucune majoration du risque suicidaire quand on évoque les idées suicidaires avec quelqu'un. Donc on peut en parler, il faut en parler de façon la plus claire possible. On peut demander à quelqu'un, est-ce que des fois tu penses à la mort, est-ce que tu as déjà pensé à te suicider? Et ça peut être difficile à faire en tant que proche, mais en tout cas si vous sentez de pouvoir le faire, je pense qu'il faut au maximum pouvoir le faire, puisque justement en général la culpabilité des personnes est telle que quand elles vous le disent, elles se sentent déjà soulagées. Et c'est ça qui va recréer ce lien. On parlait de l'isolement, de l'incompréhension. Et à un moment donné, vous allez pouvoir jouer quelque chose et hop, la personne en face de vous, elle fait « Ah ouais, mais en fait, il m'a compris, parce que moi, je pensais qu'il n'y avait que moi qui pouvais penser ça. » Et ça va permettre de recréer ce lien-là pour être accompagné au mieux. Après, c'est pas forcément simple. Et il y a aussi d'autres outils, vous parlez d'une ligne téléphonique, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle maintenant le 3114, j'espère que vous connaissez tous. En tout cas, c'est un numéro national qui est là de prévention du suicide et qui est accessible, que ce soit pour les personnes qui sont dans une situation de souffrance, mais également pour des proches, pour un médecin. Quand on s'inquiète pour quelqu'un, on peut également les appeler. Et même moi, en tant que psychiatre, je les ai déjà appelés. Parce qu'à un moment donné, quelles ressources je peux mobiliser à cet instant face à cette personne, parce que j'ai besoin aussi d'un autre appui, peut-être que quelqu'un appelle aussi le SAMU, etc.
Donc c'est vraiment une aide et ce sont des professionnels, des infirmiers, des psychologues, des psychiatres qui sont au bout des lignes et qui peuvent en fait donner un maximum d'aide, d'accompagnement et de clés pour gérer ces moments-là. Donc le repérage, c'est ce qu'on disait déjà un petit peu en amont. Malheureusement, c'est pas toujours diagnostiqué et surtout chez les plus jeunes, chez les adolescents, chez les jeunes adultes, parce qu'en fait, ça prend aussi parfois une présentation un petit peu différente. Aussi parce que le cerveau, immature jusqu'à 25 ans, donc forcément, à un moment donné, la présentation, elle peut être un peu différente, et aussi sur la façon dont va être l'adolescent et le jeune adulte dans quelque chose beaucoup plus de l'agir. Son cerveau, il est fait comme ça, il y a plus d'impulsivité, il est plus dans le mouvement, et forcément, nous, on va essayer d'y penser quand on va être face à quelqu'un qui va présenter de l'agressivité, une phobie scolaire, ou tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, des abus de substances, ou même, vous voyez, par exemple, quand un adolescent se fait hospitaliser parce qu'il a consommé trop d'alcool, alors même si c'était le samedi soir, nous, on va dire que quand même, quand on a 15-16 ans, c'est pas normal de se retrouver à un tel point de dépasser ses limites, et on va aller rechercher s'il n'y a pas quelque chose d'associé. Et puis, tout en étant aussi vigilant, parce qu'on fait une forme de normalisation chez l'adolescent, de certains dire « Oh, c'est juste une crise de l'adolescence », et parfois, en fait, il y a une réelle souffrance et dépression associée qui va passer un petit peu entre les mailles du filet. Je parlais aussi des hommes, quand on vous souvenez le petit schéma au début avec la grande disparité homme-femme, et forcément, on se dit bien que oui, il y a peut-être des facteurs hormonaux, mais il y a peut-être aussi une difficulté d'aller l'aborder dans cette population, de le voir, d'en parler, que ce soit chez le sujet et aussi parfois chez le professionnel, ou en tout cas chez les aidants, dans la famille, etc. Et puis les personnes âgées également, où on a tendance un peu à banaliser, oui c'est sûr, c'est comme ça, c'est avec la vieillesse, il est isolé. Mais c'est aussi parce que souvent, ça peut renvoyer aux gens leur propre culpabilité. Finalement, j'ai peut-être du mal à admettre que cette personne-là, elle se sent isolée, déprimée, parce qu'en fait, je me dis que j'aurais peut-être pu agir autrement. Donc des fois, pour ces raisons-là, on peut un petit peu le banaliser, et c'est malheureusement pas assez bien diagnostiqué. Le postpartum également, on parle de dépression du postpartum jusqu'au 1 an de l'enfant, et on sait qu'effectivement, là, il peut y avoir des formes un peu différentes, et que c'est difficile dans une société où normalement la maternité est le plus beau moment de sa vie, de dire qu'en fait là on n'y arrive plus. Donc on sent aussi l'importance de pouvoir le dire dans ces moments clés, parce que la première cause à l'heure actuelle de décès dans le postpartum, c'est le suicide. Donc de façon plus générale, c'est vraiment s'inquiéter devant les changements de comportement chez une personne, oser le penser. Et quand on le pense, après, oser le dire pour pouvoir avancer. Et je sais que du coup vous allez, madame, pouvoir nous éclairer là-dessus juste après. Donc on reconnaît, on repère, on ose en parler. Et pourquoi ? Surtout parce qu'on peut accompagner derrière, et c'est ça qu'il faut pouvoir également retenir, que ce soit par des traitements médicamenteux. Alors l'idée c'est pas de vous en faire ni l'apologie, ni de les dramatiser, mais vous voyez bien que quand on vous parle d'une dépression où le cerveau il ne fonctionne plus, où le cerveau est ralenti, et à un moment donné, l'antidépresseur il va aider la remise en mouvement du cerveau, parce qu'en fait, il va réguler les taux de certains neurotransmetteurs, repermettant cette mise en fonctionnement, et notamment de pouvoir aussi après travailler dans les psychothérapies. Et donc tout ce qui est traitement non médicamenteux, il y en a énormément qui ont montré de l'efficacité, que ce soit les TCC, le MDR, l'hypnose, la thérapie psychodynamique. Mais encore une fois, tout cela sont importants et nécessaires dans quelque chose de beaucoup plus large. En tout cas, l'important c'est vraiment de ne pas rester seul et de pouvoir se faire aider et accompagner. Je vous remercie pour votre attention. Je sais pas s'il y a le temps pour une ou deux petites questions, puis après l'idée c'était de pouvoir rééchanger en tout cas à la fin avec tous les intervenants, ou ça peut être juste après. Oui. Je voulais juste demander, est-ce qu'il y a des étapes dans la dépression ou pas? Parce qu'à un moment vous parliez que la personne pouvait ressentir beaucoup d'anxiété, mais aussi derrière qu'elle pouvait avoir beaucoup de, le cerveau très ralenti. Du coup c'est un peu paroxystique. On peut être très ralenti dans son fonctionnement, mais avoir pour autant une espèce de tension interne associée. Et les gens vont pouvoir vous décrire les deux à la fois. Je n'y arrive pas,
Mais dans ma tête, tout ce qui vient, c'est quelque chose d'agité, de désagréable. Je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je dis. On peut se sentir très ralenti dans son fonctionnement, même dans sa façon de bouger, dans sa façon de réfléchir, mais que certaines idées, effectivement, par moment, vont être beaucoup plus importantes et vont aller plus vite. Même dans un moment dans la journée, les choses, elles peuvent être un peu différentes. Ok. C'est une sorte de dérégulation du chemin de pensée, quoi. Enfin, Oui, c'est oui, ça. oui. Ok, ça marche. Donc, je vous remercie encore une fois, puis je vais laisser la place à ma collègue qui va prendre la suite. Alors bonsoir à tous. Donc moi je suis Madame Zeu, donc je suis psychologue, j'interviens au service de santé des étudiants et puis aussi en cabinet au libéral. Du coup, moi je voulais vous parler un petit peu de comment les proches peuvent aborder le sujet du coup avec la personne qui souffre d'un épisode dépressif. Donc une fois qu'effectivement on a repéré des changements en termes de comportement, d'habitude, et ben, comment on va pouvoir questionner et puis aller un petit peu plus loin. Donc dans un premier temps, effectivement, faire part de vos inquiétudes et puis de tout ce que vous avez observé comme changement. Ça, c'est la première des choses. Il faut veiller aussi à aborder ça dans un cadre où vous avez un espace-temps qui vous le permet. On ne fait pas ça avant d'aller prendre un train ou alors dans un lieu où il y a beaucoup de bruit. Donc on amène un petit peu le cadre de l'échange. Voilà. Il y a aussi du coup penser à reformuler un petit peu ce que la personne vous dit, d'essayer de la faire parler sur ses ressentis. Et puis, pas forcément, comme on disait, il y a beaucoup de ralentissement. Donc, la personne va avoir besoin de temps. Et c'est pas parce qu'on l'aborde une fois que tout de suite la personne va le reconnaître et va pouvoir être en capacité ensuite de pouvoir aller chez le médecin ou entamer une psychothérapie. Donc ça prend du temps et du coup il faut être vraiment disponible, il faut être authentique et pour les proches c'est pas facile non plus parce que être face à la souffrance de quelqu'un qui nous est cher, c'est difficile, donc on aurait aussi envie qu'il aille mieux tout de suite. Donc la difficulté aussi du proche, ça va être d'osciller un petit peu entre avoir envie que la personne reprenne rapidement ses habitudes, avoir envie de le secouer aussi même parfois, et puis de l'autre côté d'osciller aussi avec l'écouter, mais trop l'écouter et faire attention aussi à ne pas adhérer, à ne pas coller aussi complètement à sa vision un peu pessimiste aussi de ces moments-là. Donc ça va être d'équilibrer et puis d'essayer d'ouvrir en tous les cas le dialogue par rapport à toutes vos inquiétudes et tout ce que vous avez observé. Il y a des attitudes et des phrases un petit peu contre-productives, ce que la collègue évoquait tout à l'heure, donc des phrases un petit peu toutes faites, donc il faut te secouer, il faut te reprendre en main, de banaliser aussi, ce que tu vis c'est quand même pas si compliqué, ou alors des phrases aussi du genre c'est sûr que si tu continues à négativer comme ça, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir. Donc là on retrouve du coup la culpabilité et la personne traversant une dépression, elle en a déjà pas mal aussi, donc il faut être un maximum bienveillant et vraiment cette notion de temps elle est importante. Donc voilà,
pour redire aussi ce qui a été dit, c'est ni une question de volonté, ni une question de flemme. C'est une maladie, et une fois que la personne a reconnu effectivement que ce qu'elle vivait, ça la faisait souffrir et que potentiellement c'était une maladie, il y a une reconnaissance du coup d'abord pour elle, ça c'est la première étape avant de trouver des solutions, et puis la reconnaissance de son entourage. Et donc les deux réunis fait que derrière, on va pouvoir chercher de l'information et on va pouvoir trouver de l'aide efficace. L'importance des proches, à ce moment-là, elle est quand même... c'est les amis, la famille qui vont pouvoir dire, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme d'habitude, tu ne fonctionnes pas comme d'habitude, ça dure depuis un petit temps, il faut qu'on trouve ensemble comment faire. Donc du coup, là, en tant que proche, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de trouver de l'information aussi pour en amener une information et de qualité. Donc on peut effectivement solliciter d'autres professionnels de santé comme le médecin généraliste aussi, et puis commencer à se renseigner un petit peu sur il y a des sites utiles, je vais vous en reparler après. Donc là, les proches sont hyper importants. Oui. Pour en revenir sur justement le fait de reconnaître sa dépression, est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, du coup, vous avez souvent affaire à un tabou de ce mot de dépression, justement? Ou c'est plutôt assez rare, ou c'est vraiment présent? Non, c'est assez fréquent. C'est fréquent parce que c'est encore très stigmatisé. C'est plutôt, j'y arrive pas, je suis nulle, mais effectivement, on me dit de bouger. Avec un bon coup de pied aux fesses, normalement, ça devrait aller. Et donc, non, on ne vient pas au terme de dépression comme ça d'emblée. Et le fait de l'évoquer, ça aide vraiment oui. Ensuite à le traiter? Oui, et puis aussi par rapport aux proches, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un diagnostic aussi, on peut, pour certains, se sentir plus légitime aussi. Donc là, les proches vont avoir un rôle effectivement pour soutenir, donc pour écouter mais pas coller à son discours, et puis aussi pour réamener du mouvement et de s'engager effectivement, comme disait M. Le Sieur, dans des activités qui sont hyper difficiles à faire. Et donc là, le proche va proposer son aide, c'est-à-dire faire avec par exemple dans des activités du quotidien, comme le ménage, faire avec pour les courses, et puis se réengager aussi dans des petites activités, d'aider aussi à définir des objectifs qui soient atteignables, parce que tout peut sembler vraiment insurmontable. Donc, amener aussi parfois à fragmenter les objectifs, en tous les cas un objectif qui soit atteignable, réalisable et mesurable dans le temps. Parce que si on se fixe quelque chose qui est trop haut, forcément on n'y arrivera pas, donc forcément on va se dévaloriser, et puis pas forcément on va se sentir de plus en plus déprimé. Donc là c'est casser aussi ce fameux cercle vicieux-là, qui n'est pas du tout aidant. Et puis ça va être de proposer aussi de faire des petites sorties ou des petites activités, mais qui ne vont pas forcément faire plaisir tout de suite. C'est-à-dire que ce qui peut aider aussi, c'est de re-rythmer la journée, et puis de se fixer des horaires, et puis des tâches à faire et des sorties, mais la sortie, c'est pour rompre cet isolement-là, mais ça n'apportera pas de la satisfaction tout de suite. La satisfaction, la joie, le réinvestissement complet dans la vie, il va prendre du temps. Donc on fait des activités, mais quelle que soit son humeur, parce que de se dire je ferai tel truc une fois que je me sentirai bien, une fois que je me sentirai dans l'état de le faire en termes d'envie, ça c'est pas trop aidant, parce que l'envie peut ne pas revenir. Donc je fais, puis je verrai bien comment je me sens après, plutôt dans ce sens. Voilà, donc l'idée effectivement c'est de se réengager dans la vie, et là le rôle de l'entourage pour aussi casser cet isolement et cette sensation aussi de se sentir seul, ça c'est hyper important.
Ensuite, dans les choses qui peuvent aider, eh bien là, on en arrive aussi aux psychothérapies. Donc il y en a vraiment tout type. Donc sur alors déjà dans quel on peut être amené aussi à en parler des psychothérapies, et puis la personne aussi peut dire ben non, c'est pas pour moi pour X raison. Là le proche, c'est important aussi qu'il fasse un petit peu le tour des freins. Qu'est-ce qui fait que et puis essayer de démonter un petit peu les idées reçues. Ça peut être pour le coût financier, donc c'est à vous aussi de trouver de l'information pour un petit peu faire bouger ces représentations négatives-là, mais ça peut être aussi pour plein d'autres raisons. Donc les déterminer, puis d'essayer de les faire bouger. Ensuite, les psychothérapies, ça peut être en libéral, en ville, ou ça peut être aussi dans des centres de soins privés ou publics. Il y en a différentes formes aussi. Il peut y avoir de l'individuel, il peut y avoir du familial, il peut y avoir du collectif. Et puis, par contre, je voulais insister là-dessus, c'est qu'il y a plein de types de psychothérapie qui existent, mais vraiment l'important et ce qui fonctionne, en fait, c'est au niveau de la relation thérapeutique. Il faut absolument qu'il y ait une alliance avec le thérapeute, que la personne se sente vraiment en confiance et qu'elle se sente écoutée et se sentir libre aussi d'évoquer tout ce qu'elle a besoin d'évoquer. Donc il y a des thérapies brèves, donc là on va retrouver les thérapies cognitives ou comportementales. Donc ça peut-être que vous en avez entendu parler. Donc c'est des thérapies qui vont travailler sur l'ici et maintenant, sur les symptômes et comment on sent, mais sur les émotions, les pensées et les comportements. Donc on va essayer de faire bouger les lignes par rapport à ça. Et c'est des thérapies plutôt brèves parce que c'est des protocoles sur quelques séances, mais ça peut être couplé aussi avec d'autres choses. Il peut y avoir aussi l'hypnose. Donc là, l'hypnose, vous avez dû en entendre parler. On va chercher en fait pareil, à toujours décaler en fait la vision et la vision du patient sur son symptôme. Et donc là, on va chercher par des suggestions du thérapeute, à accéder à une expérience sensorielle différente et puis à une conscience élargie, on appelle ça comme ça. Ensuite, il y a un troisième type, c'est les thérapies interpersonnelles. Donc là, on va se centrer pareil, toujours sur l'ici maintenant, c'est entre 12 et 16 séances. Ça peut être en individuel ou en collectif. Et là, on va se centrer sur la relation, la capacité du patient à interagir ou à ne pas interagir avec l'autre. Donc là, on va être vraiment sur le versant rompre cet isolement. Voilà, dans tout ce qui est, il y a la psychodynamique aussi. Donc la psychodynamique, c'est d'orientation psychanalytique. Donc c'est pas la cure analytique sur le divan comme on peut avoir une représentation, mais ça va être en face à face. Et puis c'est basé effectivement sur le concept de l'inconscient, mais qui est un petit peu commun quand même, qui est la base quand même des psychothérapies. Alors dans la prévention des rechutes, on peut aussi trouver la méditation de pleine conscience. Donc il y a des protocoles, c'est pareil, c'est un certain nombre de séances qu'on fait sur un certain temps donné. Et ça, effectivement, il y a eu des études de fait et qui aident effectivement à la prévention des rechutes. Après, il y a d'autres on va dire, thérapies de soutien comme le niveau psychocorporel, la relaxation, la sophrologie, qui peuvent aider aussi, notamment sur l'anxiété. Donc on peut coupler, voilà. L'idée en tous les cas, c'est de trouver un thérapeute avec lequel il y a une relation vraiment, une alliance thérapeutique qui va faire que ça va fonctionner. Donc la thérapie, ça permet de mieux se connaître, d'identifier ses ressources et puis du coup de prêter attention effectivement à soi, de repérer ce qui peut les situations dans lesquelles on peut se sentir encore plus vulnérable
Et puis surtout, on cherche effectivement, c'est à pouvoir décaler le patient par rapport à ses symptômes. Alors, il y a des informations concrètes sur les dispositifs qui existent et puis les lieux d'accueil. Donc là, on disait, on peut amener quelqu'un à changer sa représentation du coup sur les psychothérapies et sur la possibilité de se faire suivre si on a de l'information à lui donner aussi. Donc il y a des dispositifs qui existent sans avance de frais. Donc déjà, il y a les centres médico-psychologiques pour enfants et pour adultes, où là, il n'y a pas d'avance de frais. Il y a aussi le dispositif Mon soutien psy, qui a été mis en place en 2022. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc il y a possibilité de bénéficier de 12 séances avec avance de frais auprès de psychologues qui sont référencés. Donc vous réglez la séance au psychologue, c'est 50 €, et derrière vous êtes remboursé par la CPAM. Donc il y a une première séance d'évaluation et puis ensuite il y a 11 séances de suivi. Et là depuis janvier, il limite à une séance par mois. Voilà, donc ça fait à peu près sur 12 mois. Ensuite, il y a le dispositif santé psy étudiant, donc là c'est spécifiquement pour les étudiants depuis 2021. Donc il y a 12 séances sans avance de frais. Et donc ça c'est financé pas par l'ARS, enfin si en partie, mais c'est financé en fait par les universités et ça se retrouve partout sur le territoire. Donc là c'est pareil, il faut aller sur le site Santé Psy étudiant et puis là vous avez la liste des psychologues qui sont référencés dans ce dispositif-là. Donc voilà. Ensuite, il y a des lieux d'accueil. Donc, il y a le service de santé étudiante. Et ça, c'est pareil. Les SSE, il y en a partout sur tout le territoire national. Pareil, si un étudiant, à partir du moment où il a un numéro étudiant, il peut très bien, s'il est en stage sur un autre SSE, pouvoir bénéficier d'un accueil. Donc là, au SSE, par contre, il n'y a pas de suivi au long cours. Il y a un travail d'évaluation et puis ensuite, on va chercher à mettre en place le suivi le plus adapté. Il y a aussi la maison des adolescents. Je ne sais pas si ça vous connaissez. Donc, ils accueillent des jeunes de 11 à 25 ans. Donc ça, c'est sans avance de frais aussi. C'est anonyme si besoin. Ils ont 10 permanences sur le territoire du 54. Et donc, il y a un accueil sur Nancy Centre et ils ont une nouvelle permanence aussi sur Vendeuvre, une fois par semaine. Il y a ensuite il y a l'association Aptitude aussi. Ça, c'est une association lyonnaise qui existe depuis 2010 et depuis le confinement, ils ont mis en place des permanences de psychologues où il y a des rendez-vous individuels, il y a des lignes d'écoute aussi. Et ça, spécifiquement pour les étudiants qui sont en résidence Crous. Donc, normalement, il y a un panneau d'affichage, vous trouverez les permanences disponibles. Donc, il y a des lignes d'écoute. Donc, il y a sur le site Psycom, vous pouvez retrouver effectivement toutes les lignes d'écoute possibles et disponibles. Alors, il y a des sites d'information aussi, parce que c'est important d'en avoir de l'information et d'en donner, mais de l'information de qualité. Donc, il y a un site qui s'appelle Psycom. Donc là, c'est une information vérifiée, et puis c'est très bien fait. Il y a Santé Mentale France. Et puis, il y a un autre site que moi j'aime bien qui s'appelle Epsyquoi. Alors, c'est sur la santé mentale, mais il y a des témoignages, du coup, il y a patients, mais il y a soignants aussi. Et puis, ça balaye vraiment différents thèmes. Alors, c'est spécifique quand même pour le public jeune. Voilà. Donc, après, il y a d'autres associations. Je voulais en parler aussi d'une qui s'appelle Je bouge pour mon moral. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une association qui s'est mise en place sur Nancy.
Et donc là, dans l'idée de remettre en mouvement et d'être accompagné, ils proposent des programmes. Alors c'est sur 3 mois et il y a plusieurs séances de marche, c'est surtout la marche, qui sont proposées. Et donc ça, il peut y avoir une prescription du médecin avec le dispositif PrescriMove et du coup, il y a une prise en charge qui peut se mettre en place. Voilà, il y a aussi un film, vous retrouverez sur YouTube, ça s'appelle « Et toi, comment ça va ?» et je trouve que c'est assez parlant. C'est pas un témoignage au sens premier du terme, mais c'est vraiment bien fait et bien illustré. Et ça montre de l'intérieur comment ça peut être vécu, l'interaction avec les autres, le monde du travail, le monde de la famille aussi. Et puis, effectivement, quand on est proche et aidant, on a besoin aussi de soutien parce que c'est pas facile non plus. Il faut du temps et de la patience aussi pour la personne qui traverse cet épisode-là, mais aussi pour les gens qui accompagnent. Et donc, il y a une association qui s'appelle l'UNAFAM qui soutient en fait surtout les aidants. Puis après, plein d'autres associations encore, dont je vais redonner la parole du coup à Monsieur Le Sur pour présenter France Dépression. Est-ce qu'il y a des... Comment on fait si par exemple on est face à un proche qui a des symptômes dépressifs mais qui ne veut pas spécialement consulter ou se faire aider, ou qui est dans le déni un peu, Oui. Ce qui arrive souvent, je pense. Ce qui arrive souvent, oui, dans les premières phases, ça va vraiment être important là, de faire preuve de patience et puis de constance. C'est-à-dire que de redire, voilà, moi je suis préoccupée par ton état, je suis inquiète pour ça, j'ai observé telle et telle chose. Et puis petit à petit, la personne, elle va bien se rendre compte que ça dysfonctionne au niveau du travail, dans les relations, qu'il se replie un peu sur soi. Donc il faut reprendre un petit peu tout ce que vous observez. Il y a un moment donné, ça va porter ses fruits. Okay. Mais il faut être patient. Okay, merci. Oui. Sur le rétablissement, est-ce qu'il y a... Non, je crois pas. 6 mois. On peut dire 6 mois à 1 an sans traitement. Mais c'est une moyenne sur un épisode. Ouais. Et après, forcément, le but, c'est qu'on ne passe pas 6 mois à 1 an dans tout ce qu'on vous a décrit. Donc, le but, c'est de raccourcir aussi ce temps-là. Mais chez certains, effectivement, au bout d'un moment, ça va aller spontanément un peu mieux. Après, c'est ça aussi. C'est-à-dire que plus la prise en charge est rapide et plus le rétablissement est rapide aussi. Oui. Sur quels critères vous allez différencier une phase de déprime avec une dépression? Avec l'épisode de dépression caractérisée, c'est de combien de semaines? Est-ce que vous avez des critères précis? Alors, du coup, il y avait les critères diagnostiques. Donc ça va être... Nous, en tant que psychologue, on va se baser sur les critères du médecin. Okay. Mais... On en parlait après. Ouais. Donc, je vous ai un tout petit peu parlé de France Dépression tout à l'heure. C'est une association de bénévoles qui a été créée en 1992, donc il y a 33 ans, et qui a un siège national à Vendôme. Avant c'était à Paris, mais ils ne faisaient pas grand-chose, donc ils ont perdu leur agrément. Nous, on a récupéré l'agrément. On a des antennes qui fonctionnent très bien ici à Nancy, avec groupe de parole, sophrologie, atelier d'écriture et mélodie du corps. Il y a une antenne dans le Var qui s'appelle France Dépression Sud, selon le principe que c'est Région Sud qui a regroupé PACA. Il y a une association qui est très dynamique aussi dans l'Hérault, à Montpellier. Et Paris est en train de bien démarrer aussi. Donc moi je pense que ces associations, elles ont un rôle important dans la sortie des soins aigus, on va dire,
parce que la personne qui est vraiment en dépression, il faut qu'elle ait une prise en charge médicale au-delà de 15 jours de mal-être, ce qui est un peu pour répondre à votre question. Je crois que c'est toujours ça dans le DSM. 2 semaines de mal-être et de tristesse, ça veut dire qu'on commence une dépression, il faut la soigner médicalement parlant. Donc au terme de ce traitement qui peut durer quelques semaines, moi ça a été 3 mois, on rentre dans ce que j'appelle un parcours de soins, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les gens tout seuls dans la nature à broyer du noir avec leurs médicaments, et essayer de les accompagner à travers ces associations. Bon, France Dépression a une grosse expérience en Nancy, et je vous ai dit qu'il y avait 3 autres antennes qui fonctionnent, mais c'est très difficile de créer dans chaque région, sans argent, des antennes qui fonctionnent, quoi. On a eu un début en Savoie, on a eu un début en Normandie, on a eu un gros début en Champagne, mais bon, ils ont baissé les bras, parce qu'à un moment, il faut un peu de sous pour réussir à fonctionner. Au niveau national, on a eu un film qui circule de région en région. On a une pièce de théâtre qui est très bien faite, et il y en a même 2. Il y en a une pour le grand public et une qui est plus vouée et dédiée aux adolescents. Une écoute téléphonique, qui est un numéro qui fonctionne de 10h à 20h tous les jours, sauf le dimanche matin. Et là, on est assez nombreux à prendre la ligne. Moi, j'en fais 4 heures par semaine. Et on sera peut-être financé par Air France, on ne sait pas encore. On a envoyé un dossier. Moi, j'ai fait intervenir une amie qui est au conseil d'administration. Mais c'est pareil, bon, la plateforme téléphonique, pour qu'elle soit bien distribuée, qu'il y ait des effets en cascade quand il y a 2 appels en même temps, ça coûte près de 500 € par mois. Donc, si on n'a pas des mécènes, c'est difficile. Voilà. On fait une petite table ronde pour répondre aux questions. Alors, les organisatrices vont lancer la discussion, comme c'est d'habitude. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Est-ce qu'il y a un micro? Non. Il n'y a pas de micro. Je voulais savoir par rapport au fait qu'on disait qu'il faut vraiment poser des mots sur ce que les personnes ressentent, mais est-ce qu'il faut parler du mot dépression tout de suite, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut essayer de l'amener par des moyens détournés d'abord parce que ça peut être un peu trop choquant pour la personne? Du coup, effectivement, le mot dépression, c'est une fois qu'il y a eu un diagnostic par un médecin. Donc on ne va pas, même si on suspecte ça, on n'est pas médecin. Donc on va parler plutôt de tous les changements qu'on a vus. Tu n'arrives plus à te lever le matin, ta chambre c'est le bazar, tu prends plus tes douches régulièrement. Là, moi je trouve que du coup, tu n'es pas pareil qu'avant. Voilà, on va faire part vraiment de nos inquiétudes en tant que proche. Voilà. Il y a des signes en fait. La personne, effectivement, un petit peu comme un animal blessé, elle va avoir tendance à se mettre un peu en repli, et du coup, c'est le cercle vicieux du repli qui commence à se mettre en route. Voilà. Mais il ne faut pas lâcher, du coup, c'est ça en fait, ce lien-là. Si on a une personne qui refuse de se faire aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'expérience, moi j'ai des familles parfois au téléphone qui appellent France Dépression et qui disent voilà, j'ai un adolescent, en général c'est des très jeunes, et il ne veut plus se lever, ce qu'on appelle la clinophilie, il ne se lave plus, l'alimentation est difficile. Alors moi ce que je suggère, c'est est-ce qu'un médecin qui connaît de confiance peut faire une visite à domicile, ce qui est de plus en plus rare malheureusement,
et prescrire un traitement devant l'état qui en général est assez caractéristique d'une dépression sévère. Et moi c'est ce que je leur dis. Est-ce qu'un médecin de confiance peut venir le voir et lui prescrire le traitement? Moi, j'ajouterais un petit quelque chose. Moi, je pense que les urgences, là, elles ont leur place. Et ça peut être difficile. Alors, quand c'est quelqu'un qui ne veut pas, là, on parlait en tout cas de quelqu'un de jeune. En tout cas, quand c'est quelqu'un qui n'a pas du tout accès aux soins et pour lequel on s'inquiète extrêmement fortement, on a parlé aussi des suicidaires, finalement du risque de mise en danger de l'intégrité de quelqu'un. Je pense qu'on peut aussi essayer des fois d'aller vers les urgences. Alors, ça a l'air d'être hyper contradictoire avec ce qu'on entend toujours. Arrêtez de venir aux urgences pour rien. Mais vous avez vu toute la culpabilité de dire, tout l'isolement, toute la difficulté des fois de faire un petit pas vers l'autre. Moi, je suis responsable des urgences pédopsychiatriques et je vous dis aujourd'hui qu'un jeune, quand il va pas bien et qu'on lui dit qu'il faut attendre 4 mois pour voir quelqu'un, et ben les urgences, c'est un très beau lieu pour aller voir quelqu'un. C'est pas idéal, bien sûr, que je préférais vous dire qu'on va tout de suite voir quelqu'un rapidement, mais en fait, c'est pas toujours possible. Donc, les amener, en tout cas, quand on est très très inquiet, alors ça dépend peut-être du niveau d'inquiétude, c'est peut-être difficile à imaginer sans imaginer une personne en face de nous. Mais en tout cas, quand le niveau d'inquiétude il est très élevé, pouvoir venir au sein d'un service d'urgence, je pense que c'est important. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait sur comment on en parle. On dit à quelqu'un, regarde tout ce qui a changé et je m'inquiète pour toi. Et vous savez, on dit aussi, c'est ce côté, ils sont isolés, c'est difficile. C'est leur dire, on est là, moi je suis là pour toi, je m'inquiète pour toi. Et comme on peut aussi le remettre dans plein d'autres situations, de nommer ce qu'on perçoit et aussi l'émotion, je te vois triste. Bien sûr qu'on ne va pas diagnostiquer une dépression d'un de ses proches, mais on va dire là je te sens pas bien et moi je m'inquiète et je voudrais que tu vois quelqu'un. Donc des fois, en tout cas quand l'inquiétude est majeure, passer par un service d'urgence, ça reste recommandé aussi parce que des fois on ne sait pas comment l'aborder et si on commence à se dire, moi je pense qu'il faut se faire confiance quand on est proche de quelqu'un et quand on se dit et s'il se passait quelque chose, et quand on commence à avoir la pensée, en général les gens sont très fins, les proches sont juste. Donc je pense que quand on arrive dans cette situation, on se dit la personne elle ne veut pas du tout être, mais là je sens qu'il pourrait se passer un drame. Et souvent c'est comme ça qu'on verbalise. Et quand on dit aux proches qu'est-ce que vous imaginez, imaginez s'il se suicide, c'est souvent la peur que les gens vont décrire. Je pense que quand on en arrive à ce stade, on peut solliciter en tout cas un service d'urgence. Et dans ce que vous décriviez parfois, quand vraiment ça semble impossible, et bien on peut avoir même recours à SOS médecin qui passe à la maison et qui va pouvoir, même si c'est un peu sur injonction d'un proche, essayer de voir quelque chose. Quand c'est des adolescents, moi je dis aux parents, venez. Et d'une certaine façon, on l'accompagne dans le soin avec toute la bienveillance nécessaire, mais soyez aussi acteurs pour les proches. Et c'est pour ça que quand on ne sait pas, aller chercher de l'aide. Un médecin traitant ou même SOS médecin, allez demander une aide extérieure et c'est jamais pour rien, je pense, si vous vous posez cette question. Oui, au niveau des urgences, on a la chance, en tout cas à Nancy, si je prends l'exemple de Nancy, il y a l'unité d'accueil des urgences psychiatriques, l'UAUP, qui est rattachée au sein des urgences générales de l'hôpital central, dans laquelle il y a une permanence de psychiatres et d'infirmiers en psychiatrie, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pour les enfants et les adolescents, il y a également le service d'urgence pédiatrique de l'hôpital d'enfants qui accueille les mineurs avec leurs parents et de la même façon avec une évaluation possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les urgences de façon générale, quels que soient les hôpitaux, accueillent les patients qui sont dans des urgences psychiques, psychiatriques, puisque ça fait partie de la santé générale et donc des accueils au sein de toutes les unités d'urgence que vous retrouverez. Mais du coup, pour rebondir un peu, les gens qui vont venir consulter, est-ce que c'est plutôt des gens qui savent pas trop ce qu'ils ont mais qui sentent qu'ils vont pas bien, des gens qui ont compris que c'est peut-être ça et qui veulent peut-être se faire diagnostiquer, ou encore des gens qui viennent à reculons et qui sont plutôt amenés par leurs proches? La dépression, c'est extrêmement polymorphe. Il y a énormément de formes cliniques de dépression. Comme Madame Lamourette l'a montré,
ça peut être 1 ou 2 signes, mais c'est dans la durée. Mais du coup, les gens arrivent quand même à bien comprendre ce qu'ils ont. Il y a quand même plutôt une grande partie qui est amenée par des proches ou qui savent pas qui comprennent pas ce qu'ils ressentent. Il y en a effectivement qui ressentent un mal-être, une souffrance, et puis c'est au fil des séances qu'on va évaluer aussi, le thérapeute il va évaluer aussi son inquiétude par rapport à ça, et à ce moment-là on mettra en place d'autres choses, des relais vers des psychiatres, des relais vers les urgences, ça peut arriver aussi au cours d'une consultation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Juste terminer, c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'effectivement certains vont avoir plus ou moins conscience, certains vont venir avec les proches et ça va être le travail de justement les aider à prendre conscience de tout ce qui ne va pas. Mais moi je trouve quand même le plus souvent la tristesse, la perte d'envie, ils le savent. On tombe rarement dessus. C'est plutôt que des fois pour certains, ils ne voient pas l'intérêt d'aller se faire aider. C'est plus ça en fait, ils ont plutôt conscience de l'état dans lequel ils sont. En fait, ils disent mais ça sert à rien en fait. Où j'ai pas envie, où je vois pas l'intérêt, ou peut-être j'ai déjà rencontré quelqu'un à un autre moment, j'ai pas eu une bonne expérience, du coup j'ai plus envie. Donc en fait c'est aussi notre rôle à nous de redonner l'envie d'être accompagné et d'être suivi dans ce parcours-là. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains, mais après on est peut-être là, puis après... Comment est-ce qu'on peut faire quand la personne elle refuse par rapport à ses idées, les traitements médicamenteux, mais aussi tout ce qui est thérapie ou psy, si on se retrouve un peu dans une impasse? Alors on a le droit de refuser un traitement, et heureusement, vous en direz, mais on a le droit de refuser un traitement médicamenteux. Il y a des gens qui aussi peuvent avoir peur du médicament, donc vont dire moi je veux qu'une thérapie, puis des fois on se dit vraiment il y aurait ce besoin-là, mais ils peuvent le refuser, puis ils peuvent aussi prendre du temps à l'accepter. C'est pas que un refus non et catégorique, mais ça j'irait de façon générale dans les traitements psychotropes. Toujours beaucoup de peur qu'il y ait de l'addiction, de la dépendance. Donc souvent les gens ils sont pas forcément en confiance parce qu'on entend tellement de choses, on prescrit trop d'antidépresseurs, alors j'en pense aussi que on va forcément mal leur prescrire, et l'idée c'est de comme on le fait finalement avec les antibiotiques, c'est pas automatique, mais quand on le met, c'est qu'il y en a besoin. Et moi j'utilise cette phrase là souvent avec mes patients en disant c'est pas automatique, mais là il y a quand même ce besoin là, et des fois moi qui travaille beaucoup avec les enfants, des parents me disent mais moi, vous savez, j'aime pas le médicament. Je leur dis, mais moi non plus, en fait. C'est pas un plaisir de me lever le matin et de me dire, je vais commencer 3 antidépresseurs aujourd'hui. C'est pas l'objectif ultime de ma vie de médecin. Mais il y a des situations où on va quand même le proposer. Et plus les gens aussi vont se sentir libres de choisir, je trouve, plus ils sont enclins à l'accepter. Et c'est aussi ce que vous expliquez par rapport à la thérapie, c'est le rôle de l'alliance. Et en fait, le premier point de départ, c'est pas est-ce que c'est telle thérapie, la A, la B, la C, ou le médicament là, c'est déjà, on se met en confiance avec quelqu'un. Et quand la personne a la confiance en vous, en général, elle accepte ce que vous lui proposez. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais en fait, les gens, c'est vraiment le socle de la réussite de l'accompagnement en psychologie, en psychiatrie, c'est cette alliance thérapeutique qui peut prendre plus ou moins de temps à créer, mais donc les gens voient que justement on ne va pas les forcer, qu'on est là, en général ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour des patients qui sont multirésistants au traitement pharmacologique? Quelle solution en tant que médecin on peut apporter? C'est que pour moi, c'est un peu vache ça. Alors ça va vraiment dépendre de tellement de choses. Il y a des recommandations qui sont quand même très bien faites sur comment est-ce qu'on met un antidépresseur dans la dépression. Et puis finalement, il y a plusieurs catégories d'antidépresseurs. Il y a des façons de les prescrire, parce qu'un antidépresseur, c'est long. Sur une dépression, le premier traitement qu'on met, c'est 2 à 4 semaines pour voir l'efficacité. Et après, quand ça marche, quand on a trouvé la bonne dose et que les symptômes sont levés, on dit c'est 6 mois à 1 an de traitement. Vous imaginez, vous, pendant 6 mois à 1 an, vous prenez un médicament alors que tout va bien dans votre vie. C'est hyper difficile. Donc c'est aussi là où, encore une fois, déjà l'alliance va faire qu'on va réussir à tenir les traitements et finalement à bien les conduire. Donc déjà, c'est pas si fréquent que ça. Quand la dépression elle est bien diagnostiquée, quand l'accompagnement il est
optimale, il n'y a pas tant de dépression résistante. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais quand l'accompagnement peut être fait complètement, quand on arrive à parler avec son patient, puis qu'on se rend compte que déjà, est-ce qu'il continue à bien le prendre, est-ce qu'il arrive à le prendre correctement, quand après on suit des schémas, et comme dans toutes les autres pathologies, on a une démarche de médecin, quand on est psychiatre, on pose un diagnostic avec des critères, et puis après on regarde les recommandations internationales et nationales qui vont nous donner des schémas thérapeutiques. Et après, il n'y a pas que des antidépresseurs, de la classe des antidépresseurs qui peuvent aider les dépressions résistantes. On va aussi aller rechercher, parce que finalement, ce n'est pas une dépression qui rentre dans le cadre, par exemple, d'un trouble bipolaire ou ce genre de choses. Et on chemine un petit peu comme ça, mais pour la plupart, finalement, la dépression résistante n'est pas si fréquente que ça, et heureusement dans la population. Et moi, j'ai le sentiment que peut-être on entend plus souvent, alors peut-être vous compléterez avec ce que vous entendez des familles, mais c'est peut-être plus fréquent dans l'imaginaire parce que parfois l'accompagnement est pas optimal, parce qu'en fait, on a des gens, ils se retrouvent avec un traitement, ils prennent le traitement pendant 20 ans, jamais personne l'a réévalué, et finalement ils se disent, moi je suis toujours déprimée, et puis personne n'est dans cet accompagnement-là, et c'est un traitement qui est pris un peu au long cours. Donc je pense qu'il faut, dans ces situations-là, réfléchir, remobiliser l'aspect à la fois clinique, psychothérapie, l'accompagnement, et puis voir un peu comment on peut moduler les choses. Moi, j'ai eu une petite expérience, on avait fait au magazine de la santé une émission avec le professeur de Maricourt de Sainte-Anne, et dans les dépressions résistantes, ils ont un protocole sur plusieurs perfusions de, je ne sais plus quelle est la molécule, mais à l'heure actuelle, il y a des recherches qui sont intéressantes, mais c'était hospitalier, c'était pas en externe. Vous avez entendu parler? Oui, même la sismothérapie. Ah, il y a la sismothérapie, oui. Mais là, on est dans de l'exceptionnel, et heureusement. C'est pas les 20% de la population qui vont être dans cette situation. Il faut traiter tôt. Plus on traite tôt, moins on risque de passer à la chronicité. J'essaie de faire l'un. Est-ce qu'un patient qui a une dépression est plus à risque de faire une dépression même des années et des années après? C'est un facteur de risque? Oui. Malheureusement. C'est un cerveau plus vulnérable, c'est quelqu'un qui dans son parcours de vie a peut-être déjà vécu des facteurs de stress plus importants, et tout ça est effectivement plus à risque de redévelopper une dépression ultérieurement. La question, je reprends pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'est comment est-ce qu'on peut agir en tant que proche face à quelqu'un qui présente une crise suicidaire, si je comprends bien, quand il n'y a pas forcément tous les signes de dépression associés. Alors je dirais que la crise suicidaire, c'est pas que la crise suicidaire dans le cadre d'une dépression. Et en fait, c'est aussi ça la complexité, c'est que le moment d'une crise suicidaire peut ne pas être associé à une dépression, et c'est aussi peut-être ce qui fait qu'en tant que proche, vous vous dites, mais j'avais pas tous ces signes quand j'ai peut-être connu quelqu'un qui s'est retrouvé dans le cadre d'une tentative de suicide, parce qu'en fait, il y a aussi plein d'autres situations. Donc là, effectivement, on a fait le petit focus sur le côté dans le cadre de la dépression, mais la crise suicidaire et des patients qui se sont suicidés, on va retrouver énormément chez ceux qui souffrent de troubles bipolaires, par exemple. Et donc ça peut être de l'impulsivité qu'on va observer, ou vraiment d'autres mouvements, même des fois c'est mouvements d'euphorie. Et pourtant on n'est pas du tout dans la dépression, des facteurs de vie. Et on sait aussi que une crise suicidaire peut malheureusement arriver à n'importe qui, parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose d'ingérable sur le plan des émotions, de ce qui nous arrive. Et finalement, dans l'esprit du sujet, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre issue. Et d'ailleurs, souvent les personnes disent « je ne voulais pas mourir, je voulais que cette situation insupportable s'arrête ». Donc ça, c'est encore une chose qui peut être très différente finalement, et donc pas associée, malheureusement ou heureusement, enfin, en tout cas pas toujours associée à la dépression. Donc là, c'est vrai que là, je vous ai parlé
beaucoup plus de l'émergence des idées suicidaires dans le cadre d'un épisode dépressif caractérisé. Par exemple, pharmacologiquement parlant, en fonction des différentes dépressions, léger, modéré ou sévère, n'ont pas les mêmes antidépresseurs. Et je voulais savoir, par exemple, une personne qui est psychologue, est-ce qu'elle peut prendre en charge une personne qui a une dépression qui est considérée cliniquement comme modérée à sévère, ou ça s'arrête au stade de léger? Alors ça dépend du cas dans lequel elle intervient. En tous les cas, pour les dispositifs que je vous ai énoncés tout à l'heure, par exemple mon soutien psy, c'est que dans le cadre de léger à modéré. Après, même en libéral, si on fait alliance effectivement avec le psychiatre, le médecin généraliste, oui, c'est possible. Après, les dépressions sévères, c'est surtout en institution de soins. Vous avez dit que pour l'utilisation des antidépresseurs, ça prend 2 à 4 semaines avant d'agir, et que vous mettez un traitement sur 6 mois, 1 an. Justement, si on part du principe que le patient l'a bien utilisé pendant toute cette durée de 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on refait une réévaluation, on essaie de diminuer la dose et voir si... On arrête le traitement. On arrête totalement. Parce que heureusement qu'on ne donne pas des antidépresseurs à vie. Okay. Parce qu'on est aussi en train de vous dire qu'à un moment donné, une vulnérabilité, il se passe quelque chose. Et justement, pourquoi on dit 6 mois, 1 an? Alors ça même, c'est une question qui est reposée en ce moment au niveau de la recherche. Se repose la question de pourquoi finalement avoir mis ça. Et dans la littérature, c'était plutôt pensé parce que justement, on se dit, c'est l'épisode, je vous dis, sur le plan naturel, on peut avoir une résolution spontanée des symptômes au bout de 6 mois, 1 an. Donc l'idée, c'est de se dire, on va aussi soutenir, parce que finalement, si on arrête le traitement qui a permis la remise en route un peu sur le plan du cerveau, et si on l'arrête au moment où le cerveau il n'a pas encore pu prendre le relais tout seul, peut-être que ça va revenir. Mais même ça, en réalité, dans la recherche actuelle, il y a de nouveau des travaux qui émergent pour se reposer cette question-là, de dire finalement à quel moment il faut arrêter. Sachant que dans les études internationales de validation des traitements, le plus souvent, en fait, ils évaluent l'efficacité du traitement sur des durées assez courtes, 1 mois, 2 mois. Et puis comme c'est des protocoles de recherche, et c'est vraiment coûteux, c'est difficile de mettre en place, voilà, et bien souvent ça s'arrête là. Donc on n'a pas forcément énormément de recherche de façon très scientifique. Alors je ne dis pas que c'est pas scientifique, mais on va plutôt faire des suivis de cohortes en termes de statistiques pour aller regarder vraiment dans une population avec les gens qui souffrent, qui prennent des antidépresseurs, est-ce qu'il y avoir plus ou moins d'hospitalisation à moyen et long terme, mais vraiment dans ce qu'on appelle les essais cliniques randomisés, on va avoir beaucoup moins d'études qui sont menées sur du long terme dans le cadre des traitements par antidépresseurs, que ce soit chez l'adolescent ou chez l'adulte. Donc ça peut même être des choses que peut-être on reverra évoluer dans les années qui viennent. Dans tous les cas, heureusement, on arrête un traitement. Alors il peut y avoir des patients qui vont en avoir besoin, et ça c'est une réévaluation aussi au cas par cas, et heureusement que tout ne se joue pas sur le traitement. Là on en parle beaucoup, mais moi je reste persuadée que le pilier c'est la thérapie, et que le traitement ça permet juste à un moment donné de se remettre en mouvement pour accéder à la thérapie. Alors effectivement il y a certaines dépressions, vous mettez le traitement, c'est presque un peu miraculeux, puis ça va mieux et puis on passe à autre chose, mais la plupart des dépressions c'est la thérapie. Et moi j'insisterai vraiment là-dessus, c'est la thérapie qui va aider, avec parfois ce besoin d'accompagner aussi sur le plan chimique pour allier les deux, et on sait que c'est même synergique finalement, et qu'il y a ce besoin. C'est pour ça que vous parliez de travailler en confiance avec un médecin généraliste ou un psychiatre, parce que quand on est en libéral, il faut un petit réseau, et les gens le disent, moi je marche bien parce que je fonctionne avec tel médecin ou avec tel psychologue, et ce roulement-là est extrêmement positif pour le patient. Et justement pour l'arrêt, on est d'accord qu'il ne faut pas l'arrêter brutalement. Alors ça va dépendre du type d'antidépresseur, ça va dépendre à quelle posologie il a été prescrit. Il y a des super sites avec des gens qui sont vraiment très très forts sur le plan des demi-vies, des machins, et qui vous disent s'il y a ce traitement pour l'arrêter. Il y en a même, ils font des petits schémas, il faut le baisser de 25% de la dose pendant X jours. C'est très très bien. Et puis il y en a effectivement, il y a certains traitements. Je sais que quand on est à la dose minimale efficace, qui peut être du coup parfaitement suffisante pour plein de personnes, et bien on peut arrêter du jour au lendemain. Il peut y avoir ce qu'on décrit certains, ce qu'on appelle un syndrome d'arrêt. C'est même un petit peu différent du syndrome de manque dans certains types d'antidépresseurs, les inhibiteurs de la racoptine, de la sérotonine, où en fait les gens sont un peu plus irritables, et ça c'est un effet qui ne doit pas durer longtemps. Donc il y a des gens, on va effectivement des fois remettre une petite dose, mais c'est une question d'1 semaine ou 2. On n'est pas en train de dire qu'on fait un arrêt sur 6 mois, quoi. Voilà.
Et puis en vrai, il y a plein de gens, ils les arrêtent, ils ne nous disent même pas. Vous dites que la thérapie c'est le traitement principal, mais par exemple si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui serait complètement réticent à la thérapie, qui n'y croit pas du tout, qui ne veut pas s'investir, vous faites comment pour... il y a plein de gens qui n'y croient pas, quoi. Balance qu'il faut trouver. Oui, mais s'il est complètement réticent à dire ça ne me servira à rien. C'est pareil pour un traitement. Pardon? C'est pareil pour le traitement. Ah, oui. Bah oui. Là, votre question, c'est aussi pour le proche. C'est ça, c'est comment il fait. Bah vous ou le proche, enfin peu importe. Alors, bon, moi, s'ils sont réticents, en fait, je ne les vois pas. Mais ils peuvent être amenés, notamment chez les ados, par les parents qui sont inquiets, effectivement. Donc, et là, là, on va travailler la ligne sur les deux, 3 premières séances. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi, pour que ça s'enclenche. Après, c'est ça aussi, c'est évaluer un petit peu et faire la balance entre si j'ai une inquiétude, et ben là, je vais solliciter effectivement les services d'urgence et autres, et les professionnels de santé. Et si il faut évaluer aussi si ça peut attendre aussi un petit peu, parce que c'est contre-productif aussi de forcer, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi le temps psychique à respecter de la personne qui vit ces moments-là aussi. Parce qu'il y a le temps du proche, des amis, du boulot, le temps des soignants. Tout ça, c'est pas le même temps. Donc, il faut essayer d'équilibrer et puis d'évaluer et de faire au mieux, quoi. Mais il faut de la constance. Du coup, c'est un peu la même question, mais plutôt avec des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Imaginons, du coup, il est en dépression et il ne parle pas trop parce que c'est pas son habitude. Et on se rend compte qu'au bout de la 3, 4e séance, on ne trouve pas c'est quoi la solution pour ce genre de patient. Parce que du coup, on ne peut pas. Chez les petits, c'est un peu différent. La psychothérapie, elle ne va pas que être en face à face avec du parler. Donc ça peut être, souvent, les enfants, ils vont dire « Qu'est-ce que tu fais au CNP ?»« Ah j'y vais, je joue. » Mais c'est bien en fait qu'il ait l'impression qu'il fait que jouer. Mais en fait, par le jeu, on va pouvoir réutiliser, remobiliser certaines capacités, certaines pensées. On va retravailler des choses. Mais l'enfant, dans sa tête, il va retenir qu'il est venu, puis il a fait la pâte à modeler ou la peinture. Et moi, ça me convient très bien. Je trouve qu'aussi le vécu à ce moment-là, quand on ne va pas très bien, c'est j'ai fait de la pâte à modeler, et que tout doucement, ça va mieux. Alors des fois, c'est marrant, les parents, ils disent « Oh, je comprends pas trop, il fait que de la pâte à modeler, mais il va vachement mieux. » C'est vrai que c'est étonnant. En fait, c'est parce qu'il perçoit pas tout ce qu'on peut travailler à travers le jeu, et on ne va pas que être dans un échange de face à face et avec du verbal, on utilise du support. Alors je parle jeu, pâte à modeler, peinture, autres, dessin. En fait, on a quelque chose pour nous aider aussi à parler. Et puis, on en a moins parlé, mais vraiment chez le petit, les manifestations cliniques, elles peuvent être aussi différentes. Donc ça peut être souvent plus de la colère, des difficultés au niveau du comportement, des gros troubles du sommeil. Donc on va aussi agir un peu là-dessus et contenir, aider les parents, les aider eux, parce que c'est eux qui finalement font aussi ce rôle un peu de réassurance au quotidien. Je me posais la question de l'alcoolisme par rapport à la dépression, parce qu'on connaît la part de dépressifs qui commencent à boire pour oublier un peu leurs problèmes, et est-ce que la prise en charge va être la même? Je n'ai pas les chiffres. Alors oui, ça peut effectivement être associé parce que manque de bol, on peut cocher plusieurs cases et puis ça peut aussi être dans un premier temps une solution soulageante, on va dire. Sauf que c'est aussi dépressiogène effectivement de boire avec excès. Alors la prise en charge, elle sera multiple. Il faut effectivement avoir plusieurs angles de vue. Et là, le médecin, addictologue, psychiatre, addictologue aussi. Donc, Et du coup, le rôle du proche dans ce cas-là, est-ce qu'il peut être comme pour le dépressif, donner des conseils, ou est-ce que c'est un peu différent parce que c'est un peu plus compliqué? moi, je le verrai un petit peu pareil, mais il va y avoir aussi la particularité aussi de cette mauvaise foi.
de ne pas reconnaître et d'être dans le déni et de nier. Donc là, le proche, je crois aussi qu'il a besoin de beaucoup de soutien. Alors, je dirais que s'il a un traitement médicamenteux, une thérapie, c'est qu'il sort déjà un petit peu. Et en fait, c'est aussi là où on parlait de certains types de thérapie, vous parlez aussi de la thérapie cognitivo-comportementale, et souvent on va beaucoup travailler avec cette forme d'exposition, c'est-à-dire petit pas par petit pas. Peut-être là c'est déjà trop difficile, mais regardez, vous avez réussi à venir me voir. C'est extraordinaire, vous êtes venu jusqu'à moi. Peut-être que la prochaine fois, on va mettre des petits exercices qui doivent être un petit peu difficiles, mais pas trop, pour que le sujet il se retrouve en situation de réussite. Donc en fait, je pense que quand les gens-là viennent nous voir, on a déjà un petit quelque chose. Mais ça peut être long, il peut y avoir des rechutes aussi dans ces moments-là où tout peut devenir un peu difficile, les choses s'intriquent, et c'est peut-être là où c'est aussi plus compliqué de voir la perspective. Et encore une fois, quand on a une bonne alliance, moi j'ai des gens qui disent je sors jamais, mais j'arrive au moins à venir vous voir. Donc on doit rester là, ce patient-là, quand il n'est pas là à son rendez-vous, c'est pas grave en fait. Parce que ça peut être frustrant, il y a des gens qui viennent une fois, ils viennent plus, c'est pas trop un peu l'envie qu'ils ont de travailler. Mais moi, quand c'est quelqu'un qui a ces difficultés, je pense que vous me rejoindrez, on se dit oh, mince, il n'est pas venu, mais en fait, il faut que je l'appelle. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Ça doit être difficile. Et c'est les gens qui vont vous dire qu'ils ne viennent pas voir leur psy, parce que le jour-là était encore plus difficile. Puis on se dit mais c'est aujourd'hui qu'il aurait fallu venir. Donc c'est ce travail-là, petit à petit, de construire, de montrer notre présence, de rester fil rouge pour eux, qui va faire que tout doucement, on doit pouvoir y arriver. Oui, vous aviez évoqué l'utilisation d'autres supports pour les jeunes, pour les enfants. Est-ce que vous en utilisez aussi pour les adultes, par exemple, suite à une crise suicidaire qui est impliquée dans un épisode dépressif non détecté? Est-ce qu'il y a des manières autres que le verbal utilisées chez les adultes? Oui. Il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées. Des thérapies à médiation. Donc, on peut utiliser le dessin, tout ce qui est art-thérapie, c'est pas mal utilisé. Puis c'est vrai qu'on a un peu évoqué, mais le collectif aussi, le collectif de pairs aussi. Donc, on peut remobiliser aussi différemment. Je dirais que forcément, quand son rapport au monde, et là je vais plutôt parler du trouble du spectre de l'autisme, on peut avoir une vision différente du monde, donc en fait il va falloir tenir compte du fonctionnement, mais je dirais en fait dans toutes les pathologies, on doit d'abord comprendre comment fonctionne quelqu'un, et parce que comme on s'ajuste à l'autre, et heureusement qu'on n'applique pas de façon un peu coller nos thérapies d'une personne à l'autre, quand bien même au départ les symptômes étaient identiques. On n'a pas de protocole de thérapie, c'est pour ça que c'est des fois difficile de le définir, parce qu'en fait on peut faire plein de choses en fonction du moment, du besoin, du désir du patient, de ce qu'il est capable de nous faire, et du coup de sa représentation. Donc on peut aussi tout faire dans les thérapies. Je pense que autant souvent que ce qu'on appelait toutes les thérapies brèves qui émergeaient, il y avait souvent des pensées qu'on ne peut peut-être pas les appliquer chez les patients qui souffrent de schizophrénie, chez les patients qui souffrent d'autisme, et puis plus on avance, plus moi je sais que j'entends finalement on l'adapte à leur fonctionnement à eux, et ça peut aussi très bien se passer. Donc je dirais que c'est une adaptation qu'on fait pour n'importe quel autre patient. Est-ce que les séances qui sont remboursées par l'assurance maladie peuvent servir et sont suffisantes pour soigner un épisode dépressif léger, modéré, ou est-ce que de ce point de vue-là, les institutions devraient rembourser un peu plus Oui, c'est un gros débat. Donc effectivement, si on prend cette notion de 6 mois, 1 an, en tous les cas, c'est un bon démarrage.
si c'est dans le cas d'une dépression légère, normalement, on doit pouvoir traverser. Aussi, une chose pour les étudiants, c'est que le dispositif santé psy il peut s'adosser. On peut bénéficier des 2 dispositifs, santé psy et mon psy. J'ai une question à propos des antidépresseurs utilisés en pédiatrie. Pour les adultes, on a recours à 2 principales classes, les SRSNA. On a recours à quelle classe principalement en pédiatrie et pourquoi? L'utilité des antidépresseurs sur le champ de la pédiatrie est finalement très peu démontrée. Parce que la plupart du temps, les manifestations sont très anxieuses. Et donc, il y a un seul traitement dans les dernières méta-analyses qui ont été réalisées qui montrerait une efficacité quand même toute relative, c'est la fluoxétine, qui est un antidépresseur qui fait partie des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Après, ça reste assez rare, la dépression caractérisée comme on l'a décrit chez l'adulte, avec un peu cette même présentation en population pédiatrique. Donc, on l'utilise quand même beaucoup moins souvent. Maintenant, les IRS, les inhibiteurs de la recapture de sérotonine, ont une action aussi sur tout ce qui est les troubles anxieux. Et c'est quand même souvent sous cette manifestation-là qu'on va accompagner des adolescents. Et donc, des fois, on les prescrit, pas que pour la valence antidépressive de la molécule. Alors, on ne prescrit jamais de benzodiazépine chez les mineurs. Alors, jamais, c'est un jamais tout relatif, vraiment le moins possible. Et même chez le jeune adulte. Parce que, donc là, la question, c'est ce qu'on associe une benzodiazépine et l'antidépresseur. C'est recommandé, en fait, on dit de mettre un traitement contre les angoisses quand on commence un antidépresseur. Parce que on dit que ça pourrait majorer le risque de passage à l'acte suicidaire dans les semaines qui suivent l'introduction d'un traitement antidépresseur. Ça, pour le comprendre, il faut imaginer que les gens, quand ils sont très très ralentis, ils ont besoin de l'antidépresseur pour les rebooster. Et si on les booste, mais que dans leur tête, c'est toujours plein de pensées négatives, on donnerait de l'énergie pour un passage à l'acte. C'est moins démontré chez l'adolescent, mais je pense parce que les dépressions prennent d'autres formes. Et nous, on ne met pas de benzodiazépine parce que c'est des molécules qui ont un effet potentiellement addictif. Et le cerveau adolescent est déjà très impulsif et plus à risque de développer de l'addiction. Donc on va proposer d'autres molécules anxiolytiques, mais qui n'ont pas cette valence-là, et comme les antihistaminiques notamment. Et l'autre risque, c'est sur l'effet potentiellement amnésiant. Et on est quand même chez des jeunes qui doivent apprendre. Et du coup, si on n'arrive pas à retenir, on les remet encore plus en difficulté sur leur cours. Si jamais on va juste faire une toute petite intervention, juste pour pouvoir libérer ceux qui n'ont pas trop de questions. Et si vous voulez, vous pouvez toujours aller voir les intervenants pour leur poser des questions en tant que telles. Donc nous déjà, on voulait vous remercier d'être venus et aussi nombreux. Et voilà, on voulait également remercier nos super intervenants. Merci à vous trois, Monsieur Le Sur, Madame Zeud et Madame, d'être venus pour nous soutenir et surtout d'avoir remplacé à la dernière minute. Voilà, merci à tous d'être ici.